Bonsoir, le samedi 25 septembre, il est 19h, vous êtes sur la première. C'est le temps de l'actualité en Polynésie. Voici les titres de cette soirée. Des travaux au bout du fleuve qui font des vagues. Au PK0, les voies riveraines commencent à s'interroger, voire à s'agacer de ce curage en cours. Les agrégats s'accumulent sur la berge, mais surtout certains habitants ont peur de voir s'évaporer la nature de ce lieu tel qu'ils l'ont toujours connu. Nous irons à la presqu'île dans cette édition. À Moorea, devenir propriétaire demande à faire fonctionner la planche à billets, les prix s'affolent et les jeunes gens voulant accéder à la propriété se sentent exclus de cette possibilité de construire leur vie. La question de l'habitat permanent et du développement touristique s'inscrit dans ce dilemme, une tension dont nous allons vous expliquer les mécanismes. Dans tout ce qui se précède, il est une question sous-jacente, le rapport du développement et de l'environnement, comment concilier protection de la nature, vie des hommes et croissance économique. Viniki Sage, le président de la FAPE, a son idée sur cette équation aux multiples inconnus. Nous serons en connexion avec lui tout à l'heure depuis Moorea. Merci. Un samedi matin libéré avec une météo peu complice, nous avons humé l'air de la capitale et de ses mouvements pour cette première échappée belle du déconfinement, du monde dans les parcs et dans les rues. Nous avons recueilli les paroles de citoyens qui ont pu goûter un bout de week-end retrouvé. Les évasons et la question d'argent, plus précisément les interrogations sur les aides. Une famille pensait obtenir un soutien pour l'achat de vêtements chauds à Paris. Réponse négative de la CPS. Les proches du malade s'en étonnent. La CPS répond critères et analyses financières. Nous vous détaillons tout ceci dans quelques minutes. Au milieu coule une rivière et sur la berge monte la zizanie. Nous sommes au PK0. L'équipement mène des travaux de curage, une bonne intention, le nettoyage de l'embouchure, et des tonnes d'agrégats s'accumulent actuellement. Cela tousse donc. Certains habitants pensent que ces travaux vont dénaturer le lieu. Le point sur place avec Jeanne Péquette et Patita Sabea. Le tas de la discorde, le voici. Des mètres cubes d'agrégats issus de cette embouchure. Une extraction consécutive à la demande d'habitants du littoral, craignant une nouvelle montée des eaux après la forte houle du 13 août dernier. Ce n'est pas une demande de la commune, hein. Donc c'est une action purement de l'équipement qui peut-être pour la sécurité, donc ils ont décidé de l'extraire un peu de gravier juste pour dégager l'écoulement de la rivière à la mer. L'opération en bon uniforme n'a pas été contestée, sauf qu'elle a été suivie d'une seconde extraction. C'est cette dernière qui inquiète l'association de protection de la nature Vaiara no Te Ahupo, des surfeurs habitués du spot et des riverains. Ça fait 2 fois en 1 mois et demi, ça fait beaucoup quand même. Et du coup, comment est-ce que ça va s'arrêter? Qu'est-ce qu'il y a derrière ou au moins une communication avec la population? Ça fait peur à la venue des JO en fait, quand tu vois que juste pour ce genre de choses, la rivière qui déborde, à cause de ça, il faut curer, il faut agrandir l'embouchure. C'était la raison pour laquelle ils l'ont fait au début, à cause de la grosse houle du vendredi 13, le mois dernier. Ok, il y a eu de l'eau, tout est rentré, ça a commencé à monter, ok. Mais là, la même excuse sous le même prétexte, je ne suis pas d'accord. Arrêtez les extractions, coûte que coûte. Laissez cette rivière tranquille. Ça fait au moins 30 ans que personne n'a creusé dans cette rivière. Ça fait 30 ans, on n'a pas déploré de gens inondés, de gens noyés, de grosses inondations. Et là, aujourd'hui, on a peur que la population soit inondée, on va déboucher la rivière. Non. Lors d'une réunion entre la mairie et les administrés, la décision de ne pas réaliser de nouvelles extractions avait pourtant été votée. J'avais essayé d'enquêter un peu quelle est la raison. Donc on m'a dit parce qu'il y avait eu encore une montée de montagnes d'agrégats et il fallait dégager, peut-être c'est la dernière, je ne sais pas, mais seul l'équipement pourrait répondre. À l'équipement, contacté la veille, il nous a été répondu que cette opération est un curage qui vise à assurer la sécurité de la population. Direction Moorea, les prix n'ont plus de plafond ou presque et l'accession à la propriété devient illusoire pour bien des habitants, notamment les jeunes. Les annonces donnent le tournis et les nouveaux projets à venir interrogent des militants et citoyens. Leur préoccupation évidemment, l'environnement. Là-bas, des voix s'élèvent pour dire en quelque sorte « laisse béton ». Reportage du côté de l'île Sœur avec Mélissa Chang et Jérôme Lee. À seulement 18 km de Tahiti, Moorea se dessine comme une véritable échappatoire post-Covid. Ici, dans le domaine foncier, la demande est bien plus élevée que l'offre. Résultat, se loger coûte très cher, il faut débourser 85 000 francs par mètre carré en moyenne.
À terme, on sait que ça va chasser la population. C'est-à-dire que la génération future, quand ils vont grandir, ils n'ont absolument aucun moyen, s'ils n'héritent pas d'une terre, ils n'auront aucun moyen de se l'acheter. Donc il va falloir, s'ils veulent se loger, s'ils veulent trouver du travail, d'émigrer au moins sur Papeete et devenir des Tahitiens de Tahiti et non plus des Ta'ata Maoria. En moins de 5 ans, le prix de l'immobilier sur l'île Sœur a subi une hausse de 50%. La démographie est en évolution constante avec la formation de nouveaux foyers, mais l'île d'une superficie de 134 km² n'est pas extensible. Alors la question à se poser est qui peut accéder à la propriété ? Je dirais qu'à 95%, c'est des locaux. D'accord ? Il n'y a pas énormément d'étrangers qui achètent. Je sais qu'on a toujours dit oui, il ne faut pas vendre le fénois aux étrangers. C'est un discours qui va bien sur les réseaux sociaux. Les gens ont des faux chiffres. D'accord ? Il y a 30 étrangers qui s'installent tous les ans en Polynésie française. 30. Okay ? Je ne parle pas de 300, ni 3000, ni 3 millions. D'accord ? En Nouvelle-Zélande, il y en a eu 1,5 million. Là, on parle de 30. Donc, il faut relativiser tout ça. Ce n'est pas les étrangers qui font changer le prix. Nous savons que Moorea, on va dire que c'est l'Eldorado de la Polynésie parce que bien Moorea se trouve juste à côté de l'île de Tahiti et donc tout le monde veut venir vivre à Moorea et beaucoup de personnes veulent jouir de cette qualité de vie dont nous bénéficions aujourd'hui au sein de notre île. Mais nous disons que cette qualité de vie-là, elle a aussi un prix. Et donc, tout doit être mesuré de manière à ce qu'il n'y ait pas ce boom, on va dire, en matière de développement économique et qui va faire que demain, Moorea va devenir, on va dire, deuxième ville de Papeete. En coulisses, le gouvernement se penche sur une nouvelle loi visant à protéger l'accès à la propriété. Elle concernerait les personnes attestant d'une résidence de 5 ans minimum au Fénoua. Affaire à suivre. Et direction l'île Sœur, Viniki Sage nous attend. Il est le président de la FAPE, la Fédération des associations de protection de l'environnement. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Est-ce que vous avez été sensible aux paroles qui ont été données dans ce reportage, notamment en ce qui concerne l'immobilier sur l'île Sœur, qui est, je pense, une problématique que vous suivez avec beaucoup de vigilance? Oui, effectivement. Alors, d'abord, merci pour cette rencontre. Nous avons envoyé 4 courriers, un au président du pays, un au président de l'Assemblée, au CESC et au maire de Moorea, effectivement, parce qu'on constate depuis maintenant quelques années que le prix de l'immobilier devient inaccessible. Si on continue comme ça, nos enfants ne vont plus pouvoir acheter des terrains, et on parle des classes moyennes, qui même ont du travail, etc. Aujourd'hui, on soutient largement donc les associations de Moorea qui sont aujourd'hui confrontées à une multitude de projets qui vont venir encore amplifier ce phénomène et qui va à l'encontre d'un développement harmonieux, puisque c'est ça que l'on recherche aujourd'hui. On est pour un développement touristique, mais si demain toute la population est contre, personne ne sera gagnant. Demandez dans votre courrier aux autorités, est-ce qu'il faut qu'il y ait une régulation publique du prix du mètre carré du foncier? Mais il faut certainement d'abord s'asseoir et rencontrer toutes les parties prenantes. Il y a des pays dans le Pacifique, comme Nouvelle-Zélande, qui n'ont pas hésité à prendre des lois, voter une loi pour justement protéger la population de la spéculation, parce que c'est souvent ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est nous-mêmes moteurs de ce phénomène, c'est-à-dire comme ça a été dit dans le reportage, mais il faut aujourd'hui imaginer un cadre, imaginer une réglementation qui permettra de garantir à nos futures générations, à nos enfants, de pouvoir encore acquérir des terres. On va, dans 10 ans, dans 20 ans, il sera peut-être plus possible pour nos enfants d'acheter des terres, et je pense d'abord à ceux de Moorea, mais aussi à nous ici à Tahiti, et ça continue dans d'autres îles de Polynésie. Vous avez comptabilisé, je crois, 8 projets immobiliers en cours ou de nature commerciale au niveau de l'île Sœur. Est-ce qu'il faut poser, j'allais dire, une barrière démographique, un seuil à ne pas dépasser pour vous? Ou est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ou est-ce qu'on va avoir un jour une sorte de conflit entre les habitants et les touristes, qu'ils soient polynésiens ou qu'ils viennent de l'extérieur? Mes amis, le doigt dessus le problème, c'est effectivement ce conflit-là qui commence à naître de manière très précise. À Moorea, il y a 8 grands projets avec des dizaines de villas. Les projets sont magnifiques quand ils sont pris un par un.
mais peut-être que les faire tous en même temps, au même moment, demanderait peut-être de le voir, peut-être de l'étaler, et surtout de trouver une harmonie avec la population. Si toute la population n'est pas complètement d'accord avec ce qui se passe, ça risque de provoquer un afflux de personnes et un déséquilibre justement entre la vie des habitants là-bas. On peut s'interroger sur l'accès à l'eau, le traitement des déchets et toutes ces choses-là. Donc les associations de Montréal et nous aussi avec la fédération, nous sommes inquiets. Et on demande effectivement qu'il y ait un consensus et une vraie réflexion en profondeur sur ce sujet. Monsieur Sage, une dernière question. On connaît votre engagement sur les questions d'environnement. Est-ce que vous pensez que la dimension de développement durable, qui est aujourd'hui un élément très important dans la structuration des politiques publiques, est un élément qui est aujourd'hui pris en compte par les autorités dans leur manière de penser les projets ? En théorie, elle est prise en compte, puisqu'on fait des PGA, des PGEM et des choses comme ça. On a dernièrement travaillé sur le schéma d'aménagement général. Le développement durable, c'est notamment justement s'assurer que le développement économique qu'on met en place aujourd'hui, il pourra continuer, que les ressources qu'on a aujourd'hui, que les terres qu'on a aujourd'hui pourront encore être disponibles dans le futur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on monte au créneau, parce qu'on a l'impression que ce développement durable là, il devient sensible et qu'il faut prendre des mesures. Merci beaucoup de nous avoir accueillis à votre domicile pour livrer aux auditeurs et téléspectateurs de la première vos impressions et vos analyses. À très bientôt. Bonne soirée. Et la lumière sera Fiat Lux avec certitude et en continu dans les prochains jours à Mangareva. En effet, ce matin, un groupe électrogène de 400 kWh a été chargé sur le Taporo. Vous le savez, les habitants connaissent des difficultés d'électricité depuis 3 jours. Il s'agit donc d'une location et si la commune veut acheter cette machine, le pays sera derrière. Le président Edouard Fritsch était à l'embarquement. Il répond à notre consoeur Corinne Teitia. Le concours de circonstances en fait que l'EDT a été saisi hier par le ministre de l'énergie, M. Raffin, et ils ont pu, sur leur disponibilité, dégager un des 400 disponibles pour pouvoir l'expédier rapidement. Et je remercie Taporo aussi parce qu'effectivement c'est fermé depuis hier soir. Nous avons utilisé de procéder à un dernier embarquement pour partir ce soir. Et arriver donc dans les 5 jours sur Mangareva, donc une arrivée estimée à jeudi, vendredi, et avec l'espoir que suite au diagnostic et au nouveau branchement qui sera fait en cas de diagnostic négatif, que dimanche je découvre l'électricité. Donc soulagement à venir pour les habitants de Mangareva. La violence gratuite, la délinquance ordinaire dans les rues d'une grande ville, à Paris. Païmalava Chavez, notre Miss France, a été le sujet d'une attaque en règle par une bande de lâches, une quinzaine de mineurs. Ils voulaient la détrousser, voler son téléphone portable. Jet de pierre, encerclement. Notre reine de beauté a poussé aujourd'hui un coup de colère sur la toile devant ces actes aussi minables qu'intolérables. Plus d'informations sur notre site internet Polynésie la première. Encore un matin, disait un chanteur, enfin un samedi matin, pourraient dire en chœur les habitants du Fénois, après un mois de confinement et parce que les chiffres mollissent, enfin, c'était Liberté Matin aujourd'hui. La ville, les parcs ont retrouvé un peu de leur effervescence habituelle, ce goût de vivre aux lèvres des gens qui donne aussi du sel à l'existence, un peu d'ambiance à pas péter. Portrait de vie signé Kaline Liénard et Hubert Liao. Faire ses courses en ville, oui, mais pas au marché. Ouvert du lundi au vendredi et le dimanche matin, cela fait 1 mois qu'il est fermé le samedi. Pour les fleuristes, c'est toute une réorganisation, surtout depuis la réouverture de tous les commerces. Oui, c'est très difficile, on est au soleil. Voilà. Et on cherche des parkings parce que le magasin est ouvert. Avant, le magasin n'est pas ouvert, ça va. Mais maintenant, le magasin est ouvert et c'est difficile à trouver l'ombre où on va être. Parce que sinon, les fleurs vont être cramées. À quelle heure vous arrivez le matin ? Je suis arrivée à 5 heures pour avoir de la place. 35 ans qu'Isabelle vend des fleurs et surtout à des fidèles de l'église le samedi. Alors, elle est obligée d'être là pour eux. C'est difficile pour toi d'être là au bord de la route en plein soleil ? C'est sûr, parce qu'habituellement on vendait sur la terrasse. Quand le marché est fermé, on vendait sur la terrasse à l'ombre. Et aujourd'hui, non, on ne peut pas. On ne peut plus. Pour le moment, on ne peut plus. C'est ce qu'on nous a dit pour le moment. Et comment tu fais avec le soleil alors là ? J'attends un peu parce qu'après il y a le bâtiment qui est là, ça protège. Le soleil passe. Après c'est bon pour moi. De l'autre côté de la ville, l'heure est à la détente, sur terre comme sur mer. La vie reprend ses droits dans le parc. Ida et Florian sont heureux que Manareva, leur fils de 2 ans, retrouve ses habitudes du week-end.
surtout pour le petit, qu'il puisse revenir à une vie un peu plus normale. Parce que mine de rien, avec le confinement pour les gamins, c'est maison, et voilà, ça tourne un peu en rond, même si on a un terrain, même si ça va, voilà. Et puis c'est bien de se balader un petit peu, de voir d'autres petits gamins, c'est sympa. Mais la réalité du confinement à 14h les rattrape. L'heure du départ résonne comme une frustration. On n'a pas trop le choix, il faut qu'on arrive à sortir rapidement de cette crise. Donc on espère que ça ira mieux après. Donc on n'attend plus que ça. Voilà, il faut faire ce qu'il faut. Voilà, il faut faire ce qu'il faut. Il faut écouter ce qu'on nous dit de faire, le suivre, et comme ça on sortira plus vite. Voilà. Le clocher de la cathédrale sonne 14h, les rues se vident, avant de retrouver leur effervescence dès lundi matin. Et pendant ce temps-là, les citoyens qui s'interrogent ou contestent l'obligation vaccinale dans certaines corporations professionnelles, ils battaient le pavé à Raiatea, pancartes et calicos en main. Ils ont défilé contre ce qu'ils nomment une restriction des libertés individuelles. Ils étaient plus de 300, un chiffre significatif pour une île dont la population oscille autour de 12 000 personnes. Deux manifestants répondent à notre correspondant sur place, Julien Vesco. C'est en faisant les pétitions qu'on s'est rendu compte qu'en fait les gens étaient demandeurs. Ils sont contre cette loi d'obligation vaccinale, il y a des gens vaccinés, non vaccinés, de tous les horizons, de tous les métiers, de toutes les couleurs. C'est juste qu'on n'est pas pour cette loi vaccinale. Je suis contre l'obligation vaccinale aussi, parce qu'on doit avoir le choix, le libre choix de notre corps. Si on veut faire un vaccin, c'est pas anodin. Elle a fait ses comptes et cela ne cadre pas dans son budget. Une accompagnatrice d'un malade évassané à Paris se retrouve désemparée. Elle pensait bénéficier d'un coup de pouce pour acheter des vêtements chauds. Grille de calcul et critères administratifs disent non. Il lui faudra se débrouiller par elle-même. Ismaël Tayata et Sandroli pour le reportage. Quelques vêtements chauds pour se protéger du froid parisien. Vettiari n'en demandait pas plus. Il aura fallu l'aide de la famille pour se les procurer. Elle et Paul, son mari, ont adressé une demande d'aide à la CPS, mais elle a été refusée. Et pour cause, le cumul de leur salaire dépasse largement le taux autorisé. Si on est venu vers eux, c'est pour demander de l'aide. Moi, je veux de l'aide, que c'est de la CPS, parce que moi, je cotise cette CPS. Mon mari cotise aussi. Je ne vois pas pourquoi je ne reçois pas d'aide comme les autres. Toumac, le frère de Paul, ici sur la photo, a été évassané par l'avion d'Air Caraïbes le 17 septembre avec 7 autres malades Covidés. Lui aussi n'a pas droit à l'aide de la CPS concernant les vêtements chauds. Et cela malgré le fait qu'il ne travaille plus depuis 2007. Ils ont vu que se sont relevés et il y a de l'argent. Et comment ça se fait? Ils ont refusé après l'aide qu'on a demandé, surtout l'aide vestimentaire, parce que c'est eux qui ont envoyé mon frère là-bas. Je n'avais pas donné mon accord. Et donc, il a fait partie des 8 qui ont été évassanés là. Et donc, moi, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu cette aide qu'on a demandée. Depuis 2 semaines, Paul a remué ciel et terre pour compléter les documents administratifs de Vettiari et de son frère, les passeports surtout. Grâce à l'association Atotrouyana de Paris, Vettiari bénéficiera d'une aide de vêtements chauds, mais ce n'est pas assez pour assurer son mari. On n'a aucune idée de la durée. Ça pourrait être, s'il se rétablit au bout de 3 semaines peut-être, voire 6 semaines, mais quoi qu'il en soit. Donc, j'ai demandé à ma femme de partir à ma place parce que je ne suis pas en état. Parce que je viens de perdre déjà maman. Et donc, c'est très douloureux. Vettiari a reçu son billet électronique ce matin. Son départ pour la France est prévu ce week-end. Et vous le savez, les Evassan sont strictement encadrés par la CPS. Ils sont un service donné aux usagers et les dépenses sont cadrées dans des textes officiels. Les conditions de ressources des ménages sont au cœur d'ailleurs du processus. Ernie Panaï, elle est la chef du service prestation à la famille à la CPS. Elle explique tout ceci au micro de Sandroli. Nous avons aidé 10 accompagnateurs et 8 patients. Toutes ces aides-là, il faut savoir que ce sont des aides qui sont soumises en conditions de revenus. Donc une assistante sociale a été présente à la fois au CHPF, mais également a pu recevoir sur papier été pour pouvoir évaluer chaque situation sociale. Ça a été une aide pour certains à 100%, puisque, comme je le rappelais, c'est soumis en conditions de revenus.
Voilà pour ce dossier. La chanson est connue, ce n'est qu'un au revoir mes frères, un refrain qui a dû résonner dans les cœurs des sapeurs-pompiers de métropole. Sur le départ, ils étaient 44 répartis dans les casernes de Tahiti. Avec leurs confrères du Fénois, des liens solides se sont noués à l'image de l'émotion dans leur voix. Hier soir, au moment du départ à l'aéroport, nous étions là pour leur dire au revoir et merci et à bientôt peut-être pour les vacances. Des jolies photos et des souvenirs pour ces valots sapeurs-pompiers. C'étaient deux visages inséparables, les mystères de la vie en avaient décidé ainsi. Ils étaient nés jumeaux, c'était en 1946. Nous parlons de Ken et Larry Cowan, deux prénoms et un nom connus et reconnus ici à Tahiti, notamment dans le monde de la musique. Larry avait composé pour Bobby. Eh bien, leur fusion dans l'existence les aura accompagnés jusqu'au bout de leur vie. Ils sont décédés à quelques heures d'intervalle. Cette fraternité de chair et d'esprit a fait qu'ils ne se sont jamais vraiment lâchés la main en quelque sorte. On écoute une amie des deux frères, Brenda Shinfo, parler justement de ces deux garçons pour leur hommage. On a une double émotion puisque les deux frères sont partis simultanément et on est très touchés. Mais en même temps, on se dit c'est une belle histoire. D'être arrivés ensemble et de repartir ensemble, c'est une très belle histoire. On espérait que chacun retrouve la santé et se retrouve parmi nous, mais voilà, le destin en a fait autrement et grâce à la foi qu'on a tous, eh bien, on leur souhaite un bon voyage. Et la première présente ses condoléances à la famille des deux disparus. 19h passées de 22 minutes, nous vous rappelons le sujet principal de la soirée, en tous les cas le titre mis à la une de notre journal avec la vague des voies divergentes qui montent à Taupo, la cause des travaux dans la rivière, le but dégager l'embouchure du fleuve, des tonnes d'agrégats ont été enlevés, ils devraient servir à améliorer, dit-on, les routes du secteur. Toutefois, certains habitants au regard du site y voient un caractère dénaturé, loin du spot qu'ils ont pu aimer. On va s'intéresser au programme de la soirée sur la première avec la grille des programmes qui nous attend, de la musique avec Nagui et la nouvelle émission de France Télévisions The Artist, et juste après on va aller du côté de l'Amérique latine avec Simon Bolivar pour un feuilleton consacré à l'histoire du continent voisin du côté du Chili et du Venezuela. Voilà donc pour ce journal. Demain matin, ne l'oubliez pas, à la radio, aux Aurores, Tepou et à Bidera pour les dernières informations de la vie en Polynésie. Demain soir, journal français à la télévision, c'est tous les jours à 19h, vous le savez. Et pour se dire au revoir, en hommage aux frères Cowan, les deux jumeaux partis ensemble vers l'éternité à l'âge de 75 ans. Nous l'avons dit, ils aimaient la musique. Ken a aussi donné beaucoup de lui-même pour que les notes de ses partitions enchantent nos vies. Nous l'écoutons comme pour lui dire adieu en vous disant de toujours répéter « Je t'aime » à ceux que vous aimez. Bonne soirée sur la première et à demain soir.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.